Bonjour, bon après-midi ou bonsoir pour toutes les personnes qui assistent à la discussion d'aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi, au nom de Madame Cristina Duarte, secrétaire générale adjointe et conseillère spéciale du secrétaire général pour l'Afrique, un plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conversation passionnante avec le thème Libérer la valeur des biens incorporels de l'Afrique, propriété intellectuelle, savoir traditionnel et expression culturelle traditionnelle. Je m'appelle Jean-Paul Adam, je suis le directeur du bureau de la conseillère spéciale du secrétaire général pour l'Afrique. Pour ceux qui connaissent mal le travail de notre bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique, je vous informe que le mandat du bureau vise à renforcer l'appui international pour le développement, la paix et la sécurité de l'Afrique grâce à son travail de plaidoyer, son travail analytique. Ce mandat est mis en œuvre grâce à 4 rôles fonctionnels clés, à savoir conseil, plaidoyer, coordination et suivi. La discussion d'aujourd'hui rassemble des membres de la plateforme consultative sur la propriété intellectuelle du réseau de connaissances du bureau. C'est la troisième conversation d'une série de conversations sur les différentes questions de propriété intellectuelle qui sont pertinentes pour le programme de développement durable de l'Afrique. Les objectifs de la série, c'est d'augmenter les possibilités économiques concernant la propriété intellectuelle. C'est crucial pour accélérer la mise en œuvre et la réalisation des objectifs de développement durable et aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les objectifs de cette série de discussions, c'est de sensibiliser les décideurs politiques africains à l'importance de la propriété intellectuelle, promouvoir un partage d'informations sur la politique et la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle et proposer des options de politique générale en matière de propriété intellectuelle pour libérer la valeur des biens incorporels de l'Afrique. Comme signalé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en 2022, l'utilisation de droits de propriété intellectuelle s'est encore limitée en Afrique par rapport à d'autres régions. Par exemple, l'Afrique ne représente que 0,6% des demandes de brevets dans le monde, comparé à 67,6% en Asie, 18,5% en Amérique du Nord et 10,5% en Europe. En outre, la part par résident ne représente que 12,8% par rapport à 82,7% en Asie, 56,2% en Europe et 42,5% en Amérique du Nord. Cela veut dire que dans un contexte africain, les non-résidents détiennent la plupart des brevets déposés en Afrique. Cela indique, en revanche, un immense potentiel inexploité pour la croissance et le développement en Afrique. L'Afrique confère une solide tradition d'innovation et de créativité. Toutefois, l'Afrique a souvent eu du mal à réaliser son plein potentiel économique grâce à ses traditions. En outre, toutes les innovations de l'Afrique, et nombre d'entre elles se produisent au niveau des communautés de base ou à un niveau informel, peuvent ne pas être prises en compte dans les statistiques officielles de propriété intellectuelle. De même, le savoir traditionnel et les expressions culturelles traditionnelles de plus en plus sont reconnus comme facteurs cruciaux pour promouvoir le développement durable, mais en vertu du système classique de propriété intellectuelle, le savoir traditionnel a été considéré comme faisant partie du domaine public et librement disponible pour que n'importe quelle personne puisse l'utiliser et donc c'est susceptible d'être détourné ou utilisé à mauvais escient. Malgré ces difficultés, le savoir traditionnel n'a pas été pleinement protégé par les systèmes juridiques africains. Par exemple, seulement 9 pays africains jusqu'à présent ont pris des mesures pour promulguer une législation nationale et des politiques pour protéger et promouvoir le savoir traditionnel, y compris l'établissement de systèmes sui generis, à savoir des systèmes uniques en leur genre. Ce sont des formes particulières de protection qui peuvent prendre en compte les caractéristiques spécifiques au savoir traditionnel et aux expressions culturelles traditionnelles. Les intervenants nous donneront des exemples. Je peux signaler par exemple le fait que la Zambie a protégé le savoir traditionnel, les ressources génétiques, le folklore et autres manifestations de connaissances traditionnelles et on entendra d'autres exemples. Il pourrait être nécessaire d'envisager un changement, une transformation de modèle pour passer du patrimoine commun à des investissements économiques nécessitant la protection juridique des connaissances et patrimoines traditionnels africains. C'est dans ce contexte que notre bureau organise cette discussion. La discussion vise à fournir une plateforme mondiale pour les experts africains en propriété intellectuelle, comme les
intervenants d'aujourd'hui qui vont présenter leurs vues perspicaces et leurs perspectives sur les questions de savoir traditionnel et expression culturelle traditionnelle, en particulier la façon dont les pays africains peuvent libérer la valeur de leurs biens incorporels qui restent largement inexploités. Pour la discussion d'aujourd'hui, nous avons 3 experts, éminents de la plateforme consultative, sur la propriété intellectuelle du réseau de connaissances, africain de notre bureau. Nous avons le docteur Francis Kariuki, juriste auprès de la Haute Cour du Kenya et conférencier à la faculté de droit de l'université Strathmore à Nairobi, au Kenya. Bienvenue, docteur Kariuki. Nous avons le docteur Charline Moussiza, chercheuse universitaire et consultante qui se trouve à Genève, en Suisse. Et nous avons le docteur Tolu Lope Adekola, qui est chargé de recherche à la faculté de droit TC Bayern de la Queensland University à Brisbane, en Australie. Et pour lui, c'est déjà le vendredi, c'est le milieu de la nuit pour lui. Il a commencé sa journée du vendredi, mais il va animer les débats. Le docteur Adekola va animer la discussion et après la discussion interactive faisant intervenir les 3 experts en propriété intellectuelle, Madame Rumbidzai Adebayo, administratrice de programme de notre bureau, fera de brèves remarques de clôture. Je vous signale que cette réunion a lieu en anglais et en français. C'est une réunion bilingue. Et pour ceux qui veulent suivre la discussion en français, veuillez utiliser le bouton interprétation qui se trouve en bas à gauche de l'écran, où vous pouvez choisir l'anglais ou le français. Interprétation à gauche de l'écran. Merci. Sans autre forme de procès, je vais bientôt donner la parole au docteur Adekola, mais je voudrais saluer en particulier les efforts de mon collègue Kei Tagawa qui a organisé cette discussion. Merci beaucoup, Kei. Monsieur Adekola, vous avez la parole pour animer la discussion. Merci de m'avoir si bien présenté. Je remercie le bureau de la conseillère spéciale du secrétaire général pour l'Afrique. On n'entend plus l'orateur. Ce trésor de connaissances a connu des difficultés. Le savoir traditionnel est de plus en plus menacé par les pratiques modernes, le système mondial de propriété intellectuelle, les demandes et exigences du marché. Cette discussion indique le besoin pressant de préserver, protéger, promouvoir le savoir traditionnel, notamment les droits de propriété intellectuelle pour les gardiens de ces connaissances, savoir et expression culturelle. Nous allons examiner des questions qui touchent l'essence même de l'identité africaine. Comment pouvons-nous veiller à ce que les connaissances traditionnelles soient reconnues et récompensées dans le monde? Comment peut-on adapter les systèmes de propriété intellectuelle pour prendre en compte les innovations? Comment assurer ainsi le progrès et le développement? J'ai le plaisir d'animer la discussion d'aujourd'hui avec 2 experts remarquables dans le domaine du droit de propriété intellectuelle. Nous avons Charline Moussiza, qui est une chercheuse reconnue. Nous avons le docteur Francis Kariuki, qui est un conférencier à la faculté de droit de Strathmore University. Nous allons entendre les récits de réussite, les perspectives, les vues perspicaces de ces 2 experts. Sans autre forme de procès, nous allons commencer la discussion. Je voudrais commencer par le docteur Francis Kariuki. Dans un monde où le savoir traditionnel est discuté au niveau international, régional, national, Francis, pouvez-vous démythifier ce qu'est le savoir traditionnel? Quelles sont les expressions culturelles traditionnelles? Qu'est-ce que ça représente exactement? Quels sont les éléments fondamentaux de ces 2 notions? Merci beaucoup, docteur Tolu. Je remercie les organisateurs de cette discussion. Je me félicite de pouvoir vous présenter quelques réflexions. Je vous remercie de la question posée, docteur Tolu. Je dirais qu'essentiellement, le savoir traditionnel, c'est les connaissances locales, traditionnelles, qu'on trouve dans les communautés locales et autochtones, le savoir utilisé au fil des années et des décennies pour les moyens de subsistance, notamment pour la vie quotidienne.
et le savoir traditionnel est développé d'une génération à l'autre avec de nombreuses années d'interaction avec la nature et entre les communautés, au sein des communautés. Donc, c'est un savoir qui est multiforme. Il saisit également les innovations de nos communautés locales, nos groupes autochtones, nos communautés de base, et ce savoir comprend également les pratiques traditionnelles élaborées au fil des années en consultation avec la nature, pour la conservation de la nature et des forêts notamment, pour la conservation des différentes plantes autochtones ou endogènes. Ce savoir s'est développé sur le plan architectural et technique également, et cela concerne des aptitudes et des compétences utilisées par exemple pour développer les cultures, l'artisanat, les paniers par exemple. C'est le même savoir traditionnel qui est utilisé pour s'exprimer sur le plan culturel et spirituel. Et il y a donc un lien avec les expressions culturelles traditionnelles, car les expressions culturelles, c'est des manifestations du savoir traditionnel avec les innovations, les pratiques des peuples et communautés autochtones, grâce à des chansons traditionnelles, des danses traditionnelles, de l'artisanat traditionnel, par exemple des sacs, des paniers, des vêtements traditionnels également qui sont fabriqués. Et pour ce qui est des types ou catégories de savoirs traditionnels, je dirais que ça comprend un vaste éventail d'éléments. Cela concerne l'écologie, les connaissances écologiques, des connaissances vitales. Le monde en a besoin pour protéger l'environnement, pour s'attaquer aux difficultés causées par les changements climatiques. Ça concerne le savoir agricole, les connaissances en agriculture. Nos populations ont d'immenses connaissances pour améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique, s'agissant de la conservation des semences, comment préserver les systèmes alimentaires autochtones. Donc, voilà essentiellement le savoir traditionnel. C'est une riche ressource pour l'Afrique et je me félicite de voir que le Bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique essaye de promouvoir une sensibilisation et comment le savoir traditionnel peut être utilisé pour le développement durable de l'Afrique. Oui, cela est très intéressant. Euh, vous, vous avez donné des exemples concrets de savoir traditionnel et d'expression culturelle traditionnelle. Et maintenant, j'aimerais évoquer les défis ou difficultés que représente le système mondial de propriété intellectuelle, car apparemment la situation actuelle, c'est que l'Afrique, selon certains, n'est pas novatrice, euh, dans les différents secteurs, par exemple la médecine traditionnelle, et on parle de la qualité de nos expressions culturelles. Je voudrais évoquer les difficultés que représente le système mondial de propriété intellectuelle lorsqu'il s'agit de propriété, appartenance et innovation. Comment sauvegarder, préserver et obtenir des avantages commerciaux, des très bons exemples de savoir traditionnel et expressions culturelles traditionnelles qui ont déjà été mentionnés. Merci beaucoup, docteur Tolu. Oui, traditionnellement, nous avons utilisé les systèmes de propriété intellectuelle, les institutions de propriété intellectuelle pour protéger les créations de l'esprit. Et cela étant le cas, on s'est concentré sur l'utilisation de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle utilise différents cadres pour mesurer la créativité. Différents critères sont utilisés lorsqu'on examine les différents outils de propriété intellectuelle, par exemple les brevets. Les connaissances traditionnelles ne sont pas toujours brevetables lorsqu'il en va de l'innovation. Les connaissances traditionnelles existent depuis des générations et ce savoir traditionnel continue de se développer au fil des ans. Il y a d'autres exigences pour notamment les droits d'auteur. Il y a la question des droits d'auteur qui vient aux côtés des brevets. Là, on se concentre sur un inventeur individuel, un créateur individuel d'une expression
ou une invention. Et ça, c'est une difficulté pour le savoir traditionnel, car il est produit de façon collective, ce savoir traditionnel, et donc ça ne correspond pas forcément aux impératifs stricts pour obtenir des brevets ou des droits d'auteur. Il y a l'aspect intergénérationnel. Le savoir a été élaboré par les générations antérieures et actuelles, et donc il est difficile de désigner qui est l'innovateur, qui est l'inventeur, qui est le créateur de ce savoir traditionnel. C'est une grande difficulté pour ce qui est d'utiliser le système de la propriété intellectuelle. Mais vu la nature des expressions culturelles traditionnelles et du savoir traditionnel, cela concerne non seulement la création et l'innovation, mais cela concerne également la protection des territoires autochtones, protéger les territoires des communautés, protéger la culture et le contexte spirituel des communautés. Là où on trouve ce savoir traditionnel, la propriété intellectuelle ne se concentre que sur les créations et innovations intellectuelles. Il n'y a pas de dimension écologique ou spirituelle. Et donc, le savoir traditionnel, les expressions culturelles traditionnelles nécessitent des formes de protection novatrices. Il y a aussi la question de la durée de la protection. En général, la propriété intellectuelle a une durée de protection limitée et ça représente une difficulté pour le savoir traditionnel. Les instruments internationaux de propriété intellectuelle n'ont pas pris en compte les vues et n'ont pas permis aux peuples autochtones de participer à l'élaboration des critères et normes. Ça, c'est une vraie difficulté. Ça, c'est très intéressant. Merci. Vous avez mis en exergue ces difficultés qui sont fondamentales, en fait. Docteur Charline, Francis a pu recenser les difficultés que représente le système mondial de propriété intellectuelle. Charline, est-ce qu'il y a des possibilités, en plus des difficultés? Est-ce qu'on pourrait avoir une structure de gouvernance au niveau mondial qui prendrait en compte les connaissances traditionnelles, les expressions culturelles traditionnelles en Afrique? Le système actuel de propriété intellectuelle ne cadre pas bien avec le savoir traditionnel. Est-ce que vous pensez que l'occasion peut saisir cette occasion pour élaborer son propre système? Ou est-ce que c'est un problème auquel on devra continuer de faire face? Merci beaucoup. Lorsqu'on pense à l'élaboration des lois, on remarque que la plupart de nos systèmes viennent d'amont en aval. On commence par un cadre international, puis il y a un ruissellement vers les cadres nationaux. Et cela a été latente avec tous les systèmes juridiques. Don't have protection international. Mais le fait qu'on n'ait pas de protection au niveau international pour les expressions traditionnelles culturelles au niveau mondial, ça nous donne l'occasion de bâtir quelque chose qui va alors contribuer au niveau des discussions internationales. Une des lois qui, d'après moi, est très bonne, et c'est notamment le protocole de Stockholm qui est dans le cadre de l'organisation panafricaine pour la propriété intellectuelle, la RIPO. Et ce qui est bien, c'est que ça ramène tous ces éléments contentieux qu'on ne trouve pas dans le cadre mondial et on essaie de trouver une façon de protéger la propriété intellectuelle dans l'absence de ces cadres. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'absence d'un système de propriété intellectuelle qui est adapté, et on a besoin d'avoir des systèmes mieux adaptés. Ce qu'on a, par exemple, dans le contexte du protocole de Stockholm pour les expressions traditionnelles culturelles, c'est une formulation qui est liée aux droits moraux et droits économiques qu'on a dans le contexte de la propriété intellectuelle. Donc cela vous donne ou nous donne une occasion d'adapter quelque chose de nouvel qui aborde les caractéristiques spécifiques des expressions traditionnelles culturelles et du savoir traditionnel, et sans avoir le fardeau des exigences juridiques que Francis a mentionnées et qui rendent le système difficile à mettre en application pour les expressions traditionnelles culturelles et la connaissance ou les connaissances traditionnelles. Donc ça nous donne l'occasion d'avoir quelque chose qui va du bas vers le haut en ce qui concerne la construction d'un cadre juridique au niveau mondial. Ceci est très intéressant parce que ce qu'on a toujours entendu, c'est qu'il n'y a pas de cadre international. Et c'était comme si c'est pour cela on ne met pas à contribution nos connaissances traditionnelles.
D'après ce que j'entends, vous avez effectué des recherches en Zambie ou à l'extérieur de la Zambie en ce qui concerne le savoir traditionnel et les expressions traditionnelles culturelles. J'aimerais entendre davantage sur cela. Pourriez-vous partager avec nous certaines des conclusions de vos recherches, notamment en ce qui concerne les valeurs et les défis liés aux connaissances traditionnelles dans ce contexte, notamment en Zambie? Alors, ce que j'ai fait, j'ai examiné la loi zambienne parce qu'il y a pas mal qui est influencé par la Convention de droits communs et je vais tout simplement l'appeler la loi TK. Et il y a dans cette loi un préambule qui situe le contexte, notamment en ce qui concerne les populations autochtones. Ça indique que la propriété des expressions traditionnelles culturelles et les connaissances traditionnelles revient aux communautés indigènes et traditionnelles. Je pense que c'est la première chose qu'il faut indiquer. Notamment, la reconnaissance devrait être basée sur le contexte. Deuxièmement, on a une approche en deux approches ou en deux volets en ce qui concerne la protection. Notamment, il y a une disposition où on peut utiliser le système de protection intellectuelle dans la mesure où ça marche. Par exemple, quand on parle de brevets, notamment les brevets sont des droits de propriété intellectuelle de nature collective. Mais on peut également avoir un système sui generis de protection pour les connaissances traditionnelles et par défaut ou automatiquement c'est protégé. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des processus formels pour avoir cette protection. Ça c'est très important. Mais aussi ça prévoit quelques droits qui sont attribués aux détenteurs de ces connaissances. Donc on ne peut pas enlever quoi que ce soit, on peut bénéficier des droits économiques ou des avantages économiques qui émanent de ces expressions traditionnelles culturelles, tout comme on pourrait le faire avec toute autre propriété intellectuelle. Mais aussi, ça prévoit des avantages liés à la distribution de ces connaissances comme on a le cas dans d'autres types de propriétés intellectuelles. Mais aussi, ça permet aux communautés d'interagir avec toute autre entité qui aimerait commercialiser ces connaissances. Par exemple, si l'autorité PACRA, notamment l'autorité chargée de la propriété intellectuelle, s'ils estiment que c'est nécessaire d'octroyer une licence ou de commercialiser une certaine connaissance, PACRA est là pour aider ou est disposé à aider les communautés à pouvoir bénéficier de ces expressions traditionnelles culturelles. Donc, ma recherche s'est focalisée sur les paniers. C'est quelque chose de très intéressant. C'était la première fois que j'ai interagi avec ce type de recherche. Je parle aux individus et je leur posais des questions sur ce qu'ils pensaient des processus liés à ces éléments. Et je peux vous dire que la chose la plus importante, c'est la propriété collective. Dans le système de propriété collective, il y a d'habitude un créateur unique, mais en ce qui concerne les communautés, c'est collectif. Donc, quand on parle de protection, on doit poser la question, si ça m'appartient, qu'en est-il de mon voisin? Qu'en est-il des autres membres de la communauté? Ceci est très important par rapport à tout régime ou processus qu'on pourrait envisager. Ceci est très intéressant. Je pense que j'ai lu les conclusions de votre travail et je trouve en effet que c'est très intéressant. Francis, soyons maintenant très pratiques par rapport à ce que les Africains aimeraient voir. Nous voulons que nos médicaments traditionnels africains soient vendus partout au monde. Nous voulons que le monde puisse bénéficier de ce qu'on produit, puisse constater ce qu'on fait en tant qu'Afrique et aussi nous voulons qu'il y ait des progrès tangibles par rapport à ces connaissances traditionnelles et expressions traditionnelles culturelles. Que pensez-vous par rapport au rôle des autorités, des gouvernements, des collectivités locales, des communautés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre à contribution cette culture très riche et mettre en évidence ce que l'Afrique a à donner au monde entier. Merci beaucoup, Dr. Delou. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, notamment par différents
acteurs en ce qui concerne la protection et la promotion des connaissances traditionnelles de nos populations, quelles que soient les lacunes qu'on constate au niveau local et au niveau des traités internationaux. Les gens utilisent le système de propriété intellectuelle, notamment les droits d'auteur, les brevets, lorsque le système le permet, c'est une bonne chose. Je pense qu'on constate qu'il y a bon nombre de pays, tels que la Namibie et d'autres pays, qui sont en train d'utiliser la divulgation de l'origine. Je pense que c'est une très bonne façon de protéger nos connaissances traditionnelles, même si on n'a pas d'application au niveau du système juridique international. Mais aussi, on utilise le consentement éclairé, préalable. C'est très important, à mon avis. C'est une façon de protéger les connaissances traditionnelles pour qu'elles ne soient pas utilisées à mauvais escient par les parties tierces. Les bureaux chargés de la propriété intellectuelle en Afrique devraient faire preuve de proactivité en ce qui concerne l'imposition de ces divulgations, y compris dans les lois internationales. Et aussi, je dirais que pour ce qui concerne les collectivités locales, au Kenya, nous avons une loi sui generis, notamment la loi sur les connaissances traditionnelles et les expressions traditionnelles culturelles. Cette loi prévoit le rôle des collectivités locales et des gouvernements locaux. Ceci est très important en ce qui concerne le développement des connaissances, ou plutôt la mise en place de registres des connaissances traditionnelles, parce que ça permettra d'assurer l'appropriation au niveau local par les communautés. Ma recherche a montré ou a mis en évidence le rôle des organisations non gouvernementales, notamment de la société civile, en travaillant en collaboration avec les communautés traditionnelles, notamment en ce qui concerne la commercialisation des connaissances traditionnelles avec leur aval. Par exemple, pour ce qui concerne les médicaments traditionnels, et ils sont en mesure de mettre au point des médicaments qui peuvent être commercialisés ailleurs, et ça c'est une très bonne approche, mais ça nécessite le consentement, l'aval et le consensus des communautés locales. J'ai vu des situations où les ONG au Kenya redynamisent les systèmes de connaissances traditionnelles qui sont très importants pour tout ceci, au fait de la redynamisation de ces systèmes de connaissances traditionnelles, de systèmes alimentaires traditionnels, tout en utilisant les connaissances des sages et des personnes âgées dans les communautés. Et aussi, les communautés ont un rôle important à jouer. Il devrait y avoir des protocoles bioculturels qui vont guider les approches, même si on n'a pas de loi au niveau national qui gouverne ceci. Il faut pouvoir régir ceux qui auront accès à ces connaissances, et aussi mettre en place des arrangements de bénéficiation qui permettront aux communautés d'être récompensées lorsque leurs expressions traditionnelles culturelles seront utilisées par différents acteurs. Merci beaucoup, Francis, de cette intervention. Je vais passer la parole à Charlène pour rebondir par rapport à la dernière chose que vous venez de dire. Charlène, pourriez-vous brièvement parler de la question d'appropriation et de ceux qui sont supposés bénéficier de ceci? Si une communauté possède une connaissance donnée, disons sur les médicaments traditionnels, que ça appartient à des communautés autochtones, et maintenant on parle de commercialisation de ces connaissances au niveau mondial. Alors, qui devrait bénéficier de cela? Comment est-ce que les lois devraient allouer les avantages? Qui devrait tirer profit? Et aussi, qu'est-ce qui constitue une communauté autochtone? Pourriez-vous parler de cela brièvement? Je pense que ce qui est important, c'est de mettre en évidence le nombre de personnes ou le nombre de parties prenantes qui sont impliquées. Donc, on a les communautés autochtones, on a l'autorité chargée de la propriété intellectuelle, et on a la partie tierce qui veut commercialiser la connaissance. Et comme la connaissance traditionnelle a été accumulée par la communauté au fil des années, c'est
logique que les avantages reviennent à la communauté autochtone. L'autorité chargée de gérer la propriété intellectuelle ne va faire que jouer le rôle d'intermédiaire parce qu'on veut que les détenteurs de la connaissance puissent bénéficier. Et je pense que la plupart des protocoles et de lois et de dispositions juridiques, il y a des éléments qui prévoient que les détenteurs ou les propriétaires de la connaissance traditionnelle sont ceux qui sont les garants de ces connaissances et qui devraient en être les bénéficiaires. Et ils sont les garants au nom des générations futures. Donc, ce sont eux qui devraient en être les bénéficiaires. C'est important de souligner cela parce que des fois, quand on est en train de discuter des propriété intellectuelle, il ne suffit pas que de protéger, mais il faut les protéger pour qui? Et dans ce cas, c'est au profit des communautés autochtones. Et c'est bien que dans cette loi, ceci soit inclus. La loi au Kenya, c'est également mentionné. L'idée est qu'on veut que les autorités autochtones soient ceux qui bénéficient de toute exploitation de connaissances traditionnelles et d'expressions traditionnelles culturelles. Ceci est très intéressant. Alors, si je comprends bien, la propriété intellectuelle a son rôle à jouer en ce qui concerne la commercialisation, les avantages commerciaux et la préservation des droits de ces communautés autochtones. Et il faut leur donner le droit d'avoir accès et de continuer à préserver ces connaissances au profit des générations futures. Ceci est très intéressant. Francis, très rapidement, j'aimerais que vous puissiez parler de l'OMPI. Il y a pas mal de conversations qui sont actuellement en cours au niveau mondial en ce qui concerne les connaissances traditionnelles et l'expression traditionnelle culturelle. D'après vous, qu'est-ce que les États africains devraient préconiser au niveau mondial? Parce que même si nous disons que on n'a pas de cadre international, on a toujours besoin d'un cadre international pour ce qui concerne la piraterie, la réglementation des entreprises qui viennent, qui prennent nos ressources génétiques et qui les vendent. Alors, quelle devrait être la position des États africains, surtout dans une conjoncture où le monde est en train de tenir des négociations autour d'un cadre unifié pour les connaissances traditionnelles au niveau mondial. Merci beaucoup, Tolu. Je pense que parlant de l'OMPI et des échanges qui ont lieu au niveau international, la première chose que j'aimerais dire, c'est que tout d'abord, on a besoin, en tant qu'Africains, de préconiser une exigence contraignante de divulgation d'informations. Tous les États devraient inclure cela dans leur loi comme exigence. C'est la seule manière dont on va pouvoir harmoniser et avoir une situation où les connaissances traditionnelles et les expressions traditionnelles culturelles vont être divulguées par tous. Et je ne pense pas que cela devrait être volontaire, que ça devrait être basé sur la volonté de certains États. Je pense que les États africains devraient être très emphatiques, devraient dire qu'il s'agit ici de connaissances qui appartiennent aux détenteurs de ces connaissances traditionnelles. Donc, à mon avis, on a besoin de préconiser une exigence très contraignante en ce qui concerne les cadres de propriété intellectuelle et les lois régissant les brevets. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une exigence par rapport à l'aval informé ou éclairé avant des détenteurs des connaissances, avant que les connaissances ou les expressions culturelles ne soient utilisées par les parties tierces. Mais aussi, il faut qu'il y ait des conversations sur ce qui se passe par rapport aux connaissances traditionnelles qui sont en train d'être utilisées sans que les communautés locales, que les peuples autochtones soient informés. Quels sont les mécanismes qu'on devrait avoir au niveau local, municipal et régional, mais aussi, je dirais, aussi que en tant qu'Africains, on a des cadres normatifs qui régissent la croissance des expressions traditionnelles, culturelles et les connaissances traditionnelles. Notamment, ce sont des lois
traditionnels. Il ne faut pas oublier ces cadres normatifs dans lesquels ou dans le cadre desquels ces connaissances traditionnelles sont générées. Donc, le régime du droit coutumier devrait être protégé parce que c'est dans le contexte de ce droit coutumier que les connaissances traditionnelles et que les expressions traditionnelles culturelles sont produites. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais passer la parole au dernier intervenant. Dr. Charlène va commencer dans 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut continuer à faire? Et j'aimerais que vous puissiez nous faire part de votre conseil, parler aux Africains. Les connaissances traditionnelles font partie de notre identité. Profitons des protocoles existants. Regional laws. Let's C'est très précis et tout à fait brillant. Merci. Francis, vos dernières réflexions sur ce sujet très important qui a suscité des controverses dans le monde entier, pas seulement en Afrique, mais il y a d'autres communautés autochtones dans le monde qui sont concernées, qui recherchent une protection pour le savoir traditionnel. Quelles sont vos dernières réflexions? Merci. Je pense que ma dernière réflexion, en plus de ce qu'a dit Charline, et je suis tout à fait d'accord avec eux, je dirais qu'il faut changer les attitudes en ce qui concerne le savoir traditionnel et les expressions culturelles traditionnelles. L'état d'esprit qui dit aux Africains que nos systèmes de savoir, de connaissances, de croyances sont archaïques et non scientifiques, eh bien, les gouvernements africains doivent modifier cette mentalité, transformer cette mentalité. Qui peut nous dire que nos systèmes de savoir sont arriérés? Cela est utilisé par nos peuples, nos populations pour la survie, pour protéger les ressources naturelles. Et donc, les institutions, les acteurs officiels doivent changer d'attitude. Comme Charline l'a dit, la mentalité d'amont en aval doit être transformée, car il faut travailler dans l'autre sens pour protéger le savoir traditionnel, les expressions culturelles traditionnelles. Merci beaucoup, Francis. Merci beaucoup, Charline. J'ai beaucoup apprécié cette discussion avec des perspectives et des vues très perspicaces qui ont été présentées. Je pense qu'il y aura des résultats concrets à l'avenir. Aujourd'hui, on a parlé du savoir traditionnel, les expressions culturelles traditionnelles, la nécessité de mettre en place des mécanismes pour protéger les communautés autochtones en Afrique et empêcher les détournements. La propriété intellectuelle peut jouer un rôle. Il faut établir un équilibre entre la préservation et les progrès. Et au-delà des difficultés, on a découvert des récits de réussite, par exemple en Zambie, avec la créativité, ce qui s'est passé au Kenya aussi, ça suscite notre espoir. Les intervenants ont mentionné leurs expériences et ont présenté leurs connaissances, mais nous allons poursuivre ce parcours dans les cœurs et dans les esprits, et nous devons être passionnés au sujet de la préservation des trésors de la culture africaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la discussion. Nous attendons avec intérêt les réactions. Je remercie beaucoup les deux intervenants, Francis et Charline. Merci pour cette discussion brillante. Et maintenant, je vais donner la parole à Madame Rumbizai Adebayo qui va faire des remarques de clôture. Madame Adebayo. Merci beaucoup. Merci au docteur Adekola pour son excellente animation de la discussion. Je remercie les docteurs Moussiza et Karyuki pour l'examen approfondi des questions, les discussions perspicaces et les options concrètes de politique générale pour libérer la valeur des biens incorporels de l'Afrique, à savoir les connaissances traditionnelles et les expressions culturelles traditionnelles en Afrique. Je ne vais pas essayer de résumer le fond de la discussion d'aujourd'hui. Cela a déjà été fait de façon superbe par le docteur Adekola, mais je
je voudrais simplement souligner l'importance du savoir traditionnel de l'Afrique et des expressions culturelles traditionnelles de l'Afrique. Ces biens incorporels doivent être pleinement protégés et exploités pour produire des dividendes, comme tout autre avoir, tout autre actif permettant le développement économique de l'Afrique. S'agissant de la marche à suivre, les vidéos enregistrées seront disponibles aussi bien en anglais qu'en français sur le site YouTube du Bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique au cours des prochaines semaines. Vous pouvez utiliser comme mot de recherche UN Office of the Special Advisor on Africa sur YouTube pour trouver la page du Bureau de la conseillère spéciale pour l'Afrique. Et en plus, sur la base des discussions fructueuses d'aujourd'hui, une note d'orientation sera publiée sur le site web du Bureau au cours des prochains mois. Et une fois publiée, nous vous en informerons par l'intermédiaire du compte du Bureau, anciennement Twitter, maintenant le compte X du Bureau de la conseillère spéciale, c'est @UNOSAA1. Et je remercie Kei Tagawa, mon collègue, d'avoir organisé la discussion d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre participation aux discussions d'aujourd'hui sur les droits de propriété intellectuelle. Nous attendons avec impatience votre participation à nos futures initiatives. Merci à tous et à toutes. Au revoir.